pour digitaliser le marché, pour vraiment que l'InsurTech devienne un service, pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit déployable par les acteurs du marché, il faut la tech et les compétences métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech, l'interview. C'est l'occasion pour vous de retrouver dans un format dédié les meilleures interviews réalisées ces derniers mois dans le cadre de mon podcast InsurTech. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsurTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. Ce podcast vous est proposé en partenariat avec la société Corinthe qui opère en France son offre d'InsurTech as a Service. Je suis ravi de pouvoir échanger avec son CEO, Jean-Baptiste Limard, qui va nous éclairer aujourd'hui sur ce qu'est l'InsurTech as a Service justement. Il nous détaillera aussi les enjeux auxquels cette tendance fait écho dans l'assurance et comment la technologie bénéficie à différents acteurs de la chaîne de valeur. Dans un second épisode, nous échangerons plus particulièrement sur l'offre de Corinthe, sa différenciation en termes de technologie ou produit et surtout le ROI réalisé par ses clients. Je vous mets évidemment le lien vers le profil LinkedIn de la société Corinthe dans les commentaires du podcast si vous souhaitez en apprendre plus sur sa solution. Bonne écoute! Salut Jean-Baptiste, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas déjà? L'idée est d'avoir un aperçu à la fois de ton parcours et de tes fonctions actuelles chez Corinthe pour éclairer ce que tu pourras nous partager ensuite sur la thématique du jour, à savoir l'InsurTech as a Service. Bonjour Florian, ravi de discuter avec toi aujourd'hui. Alors pour me présenter, donc Jean-Baptiste, fondateur et dirigeant de Corinthe. Ça va faire 10 ans que je travaille dans l'assurance, essentiellement au sein d'un grand groupe européen qui s'appelle le groupe Admiral, à la fois en Grande-Bretagne, où j'ai travaillé donc à la fois en Grande-Bretagne et en France. En fait, pendant ces 10 ans, moi j'étais en charge de lancer des nouvelles BU pour le groupe Admiral, une sorte d'entrepreneur en interne, où j'en ai lancé 3, donc la principale en Grande-Bretagne qui s'appelait Vego, qui était de l'assurance à la demande pour le prêt de volant entre particuliers, donc dans le domaine des nouvelles mobilités, qui était d'ailleurs techniquement un peu du suicide en termes d'assurance. En tout cas, c'est ce que les gens me soulignaient, puisque c'était assurer des jeunes conducteurs sur des durées courtes avec un véhicule qui n'était pas le leur, puisque c'était un véhicule qu'ils empruntaient. Et au final, ça a été un très beau succès, puisque je crois qu'ils font, enfin je sais maintenant qu'ils font plusieurs dizaines de millions de revenus et que c'est un business très excitant pour eux. Retour en France en 2020 où j'ai monté Qualis, qui était de l'assurance de flotte automobile. Donc toujours au sein du groupe Admiral. Et en 2022, avec mon cofondateur, on s'est rendu compte qu'il était maintenant temps qu'on vole de nos propres ailes, et donc on a monté Corinthe, qui est donc une InsurTech qui permet le déploiement de produits innovants et digitaux dans le domaine de la mobilité B2B. Le titre du podcast fait référence à l'InsurTech as a Service, car c'est un thème souvent employé par les corporates eux-mêmes pour évoquer des offres technologiques, justement, qui couvrent tout ou partie de la chaîne de valeur. Et je résume souvent ça comme une refonte du système d'information. Et toi, comment tu définis cette tendance pour faire écho, évidemment, à ce que tu développes maintenant chez Corinthe? Alors moi, InsurTech as a Service, la manière dont je le vois, c'est que dans notre marché de l'assurance, pour innover et pour lancer de nouveaux produits, pour vraiment déployer sur le marché des nouvelles offres, il faut de la tech, mais il faut plus que de la tech. Et ça, c'est vraiment l'une des convictions qu'on a chez Corinthe. Il faut de la tech d'abord, donc il faut vraiment quand même des plateformes produits, des plateformes technologiques capables de faire 10 fois mieux que l'existant, c'est-à-dire 10 fois mieux en termes de coûts, en termes de qualité de données, en termes de vitesse d'exécution, en termes d'expérience client. Il faut quand même qu'on apporte une rupture technologique, qu'il y ait un avant et un après, c'est évident. Mais si ça suffisait, toute l'assurance serait déjà 100% digitalisée, aurait déjà basculé dans des marchés totalement en ligne. Paradigme Amazon, aujourd'hui, il est quand même pas du tout réalisé dans le domaine de l'assurance. Moi, l'analyse que j'en ai, c'est qu'il y a des raisons très très puissantes qui font que c'est difficile de digitaliser l'assurance. Et donc, il faut de la tech, mais il faut autre chose que de la tech. Il faut des compétences métiers très poussées, parce que pour déployer des nouveaux produits, pour digitaliser le marché, il y a des problématiques de conformité, il y a des problématiques de règles métiers de souscription très techniques. Le reporting en assurance, c'est quelque chose qui est quand même pas une évidence. Donc en fait, derrière, pour vraiment que l'InsurTech
devienne un service, pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit déployable par les acteurs du marché, il faut la tech et les compétences métiers. Et donc c'est ces deux ensemble qui vont permettre la création d'offres innovantes, c'est-à-dire d'offres clés en main, d'offres rassurantes pour les partenaires, qui leur permettent d'appuyer sur le bouton. Hyper clair, et ça me fait penser à une remarque que j'ai entendue en préparant un panel là récemment. C'était un VC qui s'interrogeait en voyant justement se multiplier les opportunités tech dans l'assurance, l'InsurTech B2B pour simplifier. Il se demandait en fait s'il y avait autant de besoins que ça chez les assureurs, et au-delà de la boutade en quelque sorte. Je trouve ça une remarque assez intéressante, et c'est vrai que je me demande tout le temps comment la technologie répond à un besoin spécifique justement, et pour le dire autrement, est-ce que les acteurs en place finalement ne peuvent pas faire la même chose sans nécessairement une aussi bonne solution technologique, ça j'en ai la conviction. Mais toi, quel est ton avis sur la question, pour revenir au pain que tu évoquais au tout début de la discussion? Est-ce que les corporates, d'une certaine manière, les assureurs en place ou les acteurs de l'assurance ne peuvent pas déjà s'en sortir tout seuls? Alors ça fait pas mal écho à mon expérience de grands groupes d'assurance. Alors j'ai envie de dire oui et non. Oui, les grands acteurs, ils ont toutes les capacités de tout faire en interne. Moi, je suis pas là pour apprendre son métier à des partenaires comme Willis ou à des grands assureurs. Il n'y a absolument pas de sujet. Par contre, là où il faut quand même être lucide, c'est que c'est plus difficile à faire pour eux que pour nous. Déjà parce qu'il faut quand même se rappeler que l'essentiel de l'attention d'un acteur, un assureur ou un courtier, c'est quand même l'attention au portefeuille existant. C'est quand même le service des clients existants. C'est pas menacer le présent au nom de l'avenir. Donc il faut quand même se rappeler que 80% du temps d'attention d'un acteur existant, il va partir sur le portefeuille actuel. Ensuite, moi ce que j'ai beaucoup noté, c'est qu'il y a un problème de l'œuf et de la poule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'est pas sûr du potentiel d'un projet, c'est très difficile pour n'importe quelle organisation, mais notamment en assurance, de mettre les ressources dessus. Et en assurance, pour lancer des produits, il faut un jeu de compétences très large. Pour lancer un nouveau produit, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de problème de conformité, il faut la partie reporting, il faut la partie data, il faut les règles de souscription, il faut l'éthique. Donc, en fait, on a systématiquement besoin d'associer beaucoup de compétences. Or, c'est des projets qui sont difficiles à mettre en place au début quand on ne sait même pas si l'initiative en vaut la peine. Moi, la mécanique que j'ai vue chez les assureurs, c'est que ça avait tendance, ce problème de l'œuf et de la poule, à les cantonner dans des produits qui sont gros, matures, sur lesquels il y a un marché établi, et qui est familier aux équipes en termes de fonctionnement de marché, en termes de règles de distribution et choses comme ça. Donc, en fait, c'est le comportement rationnel de ces acteurs face aux problématiques du monde de l'assurance et aux difficultés à déployer de nouveaux produits, c'est de dire, on va aller conquérir le gros marché voisin. Ce qui est une approche rationnelle, mais qui les empêche fondamentalement de se positionner sur les nouveaux usages. C'est un problème assez simple. Pour un assureur ou un courtier, si on dit que le coût d'un nouveau produit, c'est 1000, dans ces conditions, il est rationnel de se concentrer sur les gros projets mûrs avec une rentabilité claire parce que le marché est déjà là. Nous, notre métier, c'est de faire en sorte qu'un nouveau produit ne coûte plus 1000, mais 100 ou 10. Et c'est ça qui va libérer tout un tas de projets qui sont intéressants, mais qui aujourd'hui sont un peu sous le seuil des assureurs, parce que quand vous avez la possibilité de lancer peut-être 1 ou 2 nouveaux produits par an, vous allez vous concentrer sur l'essentiel. Si vous passez à 5 ou 10 nouveaux projets, c'est tout un tas d'idées intéressantes qui deviennent pertinentes à explorer. Et donc c'est pour ça que l'InsurTech as a Service, moi c'est vraiment une idée que c'est décisif pour l'industrie en général, c'est un peu de permettre à l'industrie de retrouver ou de trouver une capacité d'innovation produit pour déployer ces nouvelles offres entre la mobilité verte, les risques climatiques, la digitalisation. Il y a des armoires entières de nouveaux produits à lancer qui sont aujourd'hui bloqués parce que c'est difficile de déployer les nouveaux produits. Et donc l'InsurTech as a Service, pour moi, c'est un enjeu absolument essentiel de l'industrie. Et si on réussit à débloquer cette problématique-là, on a des lendemains incroyablement excitants en termes de nouvelles. Enfin, le monde n'a jamais eu autant besoin d'assurance. Ça, il n'y a pas de débat. Effectivement, c'est pas moi qui vais te contredire sur ce point-là. Et en t'écoutant, c'est intéressant car tu suggères que l'InsurTech as a Service va bien au-delà du simple sujet de la distribution. En matière de technologie dans l'assurance, on pense souvent à la notion d'API, généralement dans une optique de distribution. Mais là, tu vas plus loin, il me semble. Est-ce que tu peux nous détailler comment, selon toi, la technologie bénéficie à la chaîne de valeur de l'assurance de manière plus
plus large? Je pense qu'il y a un énorme enjeu dans la digitalisation, dans la problématique des plateformes produits. En fait, on voit beaucoup de sujets de digitalisation que moi, je vais avoir tendance à qualifier de digitalisation de surface, qui sont souvent concentrés sur des front-ends, sur des parcours clients, sur des choses qui sont très, j'ai envie de dire, à la surface des choses, mais qui ne permettent pas une digitalisation de fond. Et donc, ce qui va se passer, par exemple, c'est que vous allez avoir des offres où on vous promet un parcours 100% en ligne, mais où ça ne va être réellement disponible que sur les 50% de cas faciles, sur lequel il n'y a pas de règles métiers complexes. Et dès que, par contre, il y a une exception, que ce soit une valeur de véhicule ou une puissance de véhicule un petit peu complexe, que ce soit un code NAF ou une activité qui n'est pas exactement dans les critères de souscription, là, on repart sur des process manuels sur lequel la digitalisation n'existe pas du tout et sur lequel l'expérience client est donc totalement dégradée. Ne digitaliser que les cas faciles, c'est pas digitaliser. Parce que derrière, en termes de opération, vous avez en fait pas vraiment économisé ou optimisé vos ressources, puisque vous avez toujours besoin d'autant de mains et de temps pour gérer les exceptions. En termes de qualité de data et de qualité de la souscription et de finesse de la souscription, vous êtes toujours dans le même univers en fait. C'est-à-dire que vous avez des règles métiers qui ont été posées et où les exceptions sont réglées manuellement. Et en termes d'agilité produit, vous êtes quand même toujours exactement sur les mêmes sujets, c'est-à-dire oui, vous avez fait un front-end qui est joli, ou vous avez déployé quelque chose qui a l'air impressionnant, mais derrière, vous avez toujours les mêmes problématiques de conformité, de qualité de la donnée, de qualité du reporting. La conviction qu'on porte, c'est de dire qu'en fait, il faut pas avoir peur d'aller dans le cœur du moteur, du réacteur de la plateforme produit, qu'on a besoin en assurance d'une nouvelle génération de ces moteurs logiques fondamentaux qui permettent de gérer les actes de gestion des polices d'assurance, et que nous, par exemple, ce qu'on propose dans la capacité à gérer instantanément et 100% en ligne toute la vie d'un contrat de flotte, même très complexe, à la fois sa souscription, ses avenances, ses mouvements de parc, la facturation, tout ça en transparence complète pour le client, c'est ce genre de digitalisation de fond qui permettent réellement de débloquer de la valeur pour le client, pour le distributeur et pour l'assureur. Ça se joue principalement sur les sujets d'assurance B2B, où les produits sont plus complexes, et aujourd'hui, digitaliser un parcours d'assurance habitation, ça c'est fait. Digitaliser des parcours B2C simples, c'est pas encore gagné, mais il y a vraiment des offres disponibles. Par contre, toutes les offres B2B, on est encore très loin. Difficile de parler de technologie dans l'assurance sans penser au célèbre dilemme du make or buy. Toute société s'interrogeant en effet sur l'opportunité de s'appuyer sur une technologie externe plutôt que de la développer en interne. C'est un défi auquel toi tu es confronté avec les acteurs de l'assurance à qui tu présentes l'offre Corinthe. C'est une question. Et puis la deuxième partie peut-être de cette question, c'est de savoir si effectivement tu es confronté à ce phénomène-là. Est-ce que tu as identifié des manières de donner envie aux acteurs de l'assurance d'explorer ton offre plutôt que de considérer un développement en interne? Alors moi, ce dilemme, je le vois absolument tous les jours, puisque le cas d'usage typique, c'est des gens qui viennent nous voir parce qu'il y a un désir de lancer un nouveau produit, et que systématiquement, on essaie de le faire en interne, mais on n'a pas la capacité parce que la roadmap est déjà remplie jusqu'en 2028. Et c'est souvent le déclencheur de discussion avec nous qui consiste à dire oui, si on pouvait tout faire en interne, on le ferait, mais soyons réalistes, c'est totalement impossible. En général, les partenaires se rendent compte que travailler avec des nouveaux acteurs, et notamment avec nous, il y a quand même énormément de bénéfices. Le premier, c'est résoudre cette problématique de roadmap bloquée. Donc avec nous, des produits qui étaient impossibles à déployer en 2024 ou en 2025 deviennent possibles. Donc il y a déjà un bénéfice un peu blanc ou noir, une opportunité de tester et de grandir. Sur des produits existants, on apporte trois grands bénéfices. Bon, d'abord, il y a la problématique des gains opérationnels, donc l'expense ratio. Dans des industries complexes comme le B2B, qui sont distribués par courtier, on considère que les coûts de distribution et d'opération, c'est quand même entre 20 et 30% de la prime. Enfin, on est quand même sur des montants significatifs. Donc, aller optimiser les coûts opérationnels sur ces sujets-là, on peut parler facilement de 5 à 10% de ratio combiné comme optimisation, sans même parler de la satisfaction client, de la conversion et toutes les optimisations qu'on peut faire en termes de croissance du portefeuille. Deuxième élément, la data.
Donc nous, on va fournir une data de qualité 2024. C'est particulièrement important dans des sujets B2B où en général, on a très peu de data sur le client. Et notamment, alors là, l'éléphant dans la pièce, c'est le B2B PME ETI. Quand vous avez des énormes portefeuilles pour assurer EDF, les portefeuilles sont tellement gigantesques que vous faites du coût historique, ça suffit, il n'y a pas de problème. Pour aller s'adresser aux milliers d'entreprises qui sont de petite taille, qui représentent 80% du marché, vous êtes sur des produits d'assurance en flotte, mais sur d'autres domaines, sur l'assurance dommage et toutes ces choses-là, où on a très très peu de données. Nous, on va résoudre ce problème en générant de la donnée de très bonne qualité qui va permettre des analyses de souscription et d'actuariat beaucoup plus fines et en s'intégrant à de la donnée tiers si besoin. Vis-à-vis des actuaires et de la qualité de sélection du risque, on a un deuxième levier de déblocage de valeur qui est très important. Et le troisième, c'est les problématiques de conformité. Les produits traditionnels ont des sujets conformité qui sont mal maîtrisés. Quand vous faites un geste manuel de recalcul de la prime et de régularisation à la main, vous avez des erreurs. Quand vous faites des devis sur PowerPoint ou sur Word, vous avez une traçabilité de votre devoir de conseil qui n'est pas parfaite. Donc là, on a vraiment des gains business qui sont très forts. On a quand même une possibilité de dire aux gens, à nos partenaires, avec nous, vous pourrez concentrer vos équipes IT sur l'essentiel. Les équipes IT d'un grand partenaire, elles ont vocation à se concentrer sur les gros métiers existants dont la maintenance est le cœur du réacteur. Et nous, on leur permet de libérer de la ressource sans pour autant perdre la capacité d'innover et de croître. Continuer à maintenir l'essentiel tout en continuant à explorer les nouveaux produits. Et ensuite, alors, il y a un peu une question de paradigme. Il faut voir que le bail aujourd'hui, c'est quand même une hypothèse qui devient de plus en plus naturelle. Et c'est vrai que moi, je le vois beaucoup venant de marchés anglo-saxons. Aujourd'hui, vous n'avez pas un grand assureur britannique qui n'utilise pas une solution type Guidewire ou des choses comme ça. Aujourd'hui, quand chaque acteur a son propre système et sa propre plateforme interne, la réalité c'est que chaque acteur réinvente la roue à chaque fois. Alors que il y a beaucoup de valeur à créer en utilisant des technologies qui sont maintenant de plus en plus matures et qui permettent d'optimiser les gestes et les déploiements de manière radicale. Le geste de signature d'un produit d'assurance et de l'éditique, c'est quand même un geste qu'on peut avoir fait une bonne fois pour toutes. Pareil, la mise en place d'un paiement automatique ou d'un prélèvement, c'est pas non plus un geste totalement nouveau. Donc il y a vraiment quand même beaucoup de gestes récurrents que une plateforme tiers est capable de faire de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus scalable que des solutions propriétaires. Et alors là, je parle notamment des acteurs qui sont un peu des acteurs de taille intermédiaire, qui ont un vrai besoin d'agressivité commerciale pour croître, mais qui n'ont pas les capacités pour avoir des dizaines de milliers de développeurs en interne. Le bail, pour moi, est en train de devenir quand même une nouvelle évidence, parce que les offres sont maintenant plus matures. Ça se voit dans les marchés anglo-saxons, donc je pense qu'en Europe, c'est en train d'arriver également. Effectivement, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus, c'est très clair, le double angle qui est effectivement... probablement de faire un distinguo entre les très très gros acteurs et puis le reste du marché. C'est deux capacités un petit peu différentes à innover, à faire des choses nouvelles. Et puis le deuxième élément que tu avais d'ailleurs mentionné un peu au tout début aussi, qui était cette idée de faire la différence entre le run, les opérations, servir les clients existants, et puis se donner la capacité de faire des choses nouvelles. Et voilà, les équipes, quand elles sont sur l'un, elles sont pas sur l'autre. Et l'objectif est de pouvoir faire les deux en même temps. Et c'est là que le bail prend tout son sens, sachant que, et c'est ce que tu as détaillé, dans le bail, il y a aussi le côté partenaire. C'est pas juste racheter des solutions externes, c'est travailler avec des acteurs externes. C'est ça la définition qu'on peut donner pour le bail. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet et mieux appréhender la valeur et les bénéfices qu'apporte cette technologie en matière de distribution et plus largement de digitalisation des produits d'assurance, je vous invite à vous abonner au podcast car on se retrouve dans le prochain épisode, toujours avec Jean-Baptiste, mais cette fois, ça sera pour se pencher plus particulièrement sur sa société, Corinthe, sa proposition de valeur et évidemment le ROI pour ses clients. Merci encore Jean-Baptiste. Merci beaucoup Florian. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.